Zhu Ertan, de Lingyang, avait pris le nom personnel de Xiaoming, petite clarté. C'était un garçon brave et franc de nature, mais simple et obtus. Aussi, son zèle dans les études n'avait jamais encore été couronné du moindre succès. Un jour que ses condisciples de la même association littéraire s'étaient réunis à banqueter, l'un d'eux le défia en plaisantant. « Tu as la réputation d'être brave, n'est-ce pas? On se cotisera pour te festoyer si tu te montres capable de te rendre en pleine nuit dans la salle des 10 rois des enfers, et de nous amener le juge qui se trouve sous la galerie de gauche. » Car il y avait à Lingyang un palais des 10 rois, où les sculptures sur bois des dieux et des démons semblaient leur donner vie sous leurs riches accoutrements. Dans la rotonde, à l'est, se tenait un juge au visage particulièrement hideux, face verte encadrée d'une barbe rousse. On croyait entendre certaines nuits les hurlements des suppliciés interrogés sous les 2 galeries. Dès l'entrée, on en avait les cheveux qui se dressaient sur la tête. C'est pourquoi les camarades de Zhu pensaient ainsi le mettre dans l'embarras. Mais il se leva en riant de bon cœur et y partit tout de go. Peu après, il était de retour et criait de sa plus belle voix à la porte. « Voici monsieur l'inspecteur barbu que nous avons invité. » Tous de se lever. L'instant suivant, il entre, le juge sur le dos, le pose au beau milieu de la table, lui présente une coupe et répand 3 libations en son honneur. Les convives le regardaient, contractés et fort mal assurés sur leur siège. Il le prie de le remporter au plus vite. Zhu asperge alors le sol de nouveau. « Maître éminent, votre humble disciple est fantasque et inculte. Veuillez lui pardonner et ne point le prendre en mauvaise part. Ma modeste demeure n'est pas loin, et, si le cœur vous en dit, venez y chercher de quoi vous désaltérer. Accordez-moi le privilège de ne pas me traiter en étranger à votre monde. » L'invocation prononcée, il remit la statue à l'épaule et partit. Le lendemain, ses condisciples l'invitèrent au banquet promis. Zhu rentra chez lui à la nuit tombante, plus qu'à moitié soûl. Comme son excitation n'était pas encore retombée, il moucha la lampe et se versa un gobelet qu'il s'apprêtait à vider seul. Quand, soudain, quelqu'un écarta le store et entra. Il se tourna vers lui. C'était le juge Lu. « Je suppose que ma dernière heure a sonné, » fit Zhu en se levant. « Je vous ai enfoncé la nuit dernière. Vous venez procéder à ma décapitation. »« Mais non !» répondit le juge avec le sourire en lissant sa barbe fournie. « Puisque vous avez eu l'excellente idée hier soir de me fixer rendez-vous, et que je me trouve libre ce soir, je me permets de profiter de votre libéralité. » Enchanté de la visite, Zhu s'empressa d'accueillir son hôte en le tirant par le vêtement et le pressant de s'asseoir, tandis que lui-même se levait pour laver la vaisselle et rallumer le feu. « Il fait doux aujourd'hui. Buvons froid, » suggéra le juge. Zhu s'exécuta, posa un pichet sur la table et courut faire préparer des amuse-gueules. Mis ainsi au courant, sa femme, terrifiée, le supplia de ne pas ressortir. Zhu n'en fit rien, attendant que les plats fussent prêts pour les emporter. Il ne s'enquit de son hôte qu'après avoir échangé plusieurs coupes. « Je m'appelle Lu et ne porte aucun prénom. » Ils en vinrent à discuter de modèles littéraires classiques. Les réponses du juge tombaient avec la retentissante rapidité de l'écho. « Est-ce que vous vous y connaissez dans l'art des compositions réglementées ?» demanda Zhu. « Je sais distinguer plus ou moins bien les bonnes des mauvaises. Le système des études du monde des ténèbres ne diffère guère de celui en vigueur chez les vivants. » Le juge Lu était un grand buveur, capable de vider 10 cornes d'affilée. Zhu, qui avait trinqué toute la journée, s'écroula comme un monceau de jade et se mit à ronfler, effondré sur la table. Lorsqu'il finit par se réveiller, ce qui restait de la chandelle ne donnait plus qu'une lueur jaunâtre.
l'hôte fantomatique, avait disparu. Ce dernier revint dès lors tous les 2 ou 3 jours. Leur intimité crut au point qu'ils dormaient souvent les pieds l'un contre celui de l'autre. Joe lui montrait les brouillons qu'il avait composés sous la fenêtre et que le juge ne manquait pas de corriger à l'encre rouge, répétant invariablement que la copie n'était pas bonne. Une nuit, alors que le jeune homme, déjà ivre, était allé se coucher, le juge continua à boire seul. Dans le demi-sommeil où l'avait plongé son ébriété, Joe sentit tout à coup une légère douleur au ventre. Réveillé, il ouvrit les yeux et vit son compagnon assis devant le lit, le buste droit, occupé à mettre de l'ordre dans les tripes qu'il avait sorties des entrailles du dormeur. « Pourquoi m'avoir tué sans aucune raison de m'en vouloir ?» se récria Joe, effaré. « Rassure-toi, » répliqua le juge en souriant. « Je ne fais que remplacer l'organe pour te rendre plus intelligent. » Il continuait tranquillement à enfiler les intestins, et, le travail fini, les remit en place. Enfin, il maintint l'incision fermée en serrant la taille du jeune homme avec une sangle à bander le pied. L'opération achevée ne laissait pas la moindre trace de sang sur les draps. Joe ne sentait qu'une légère ankylose dans la région du ventre. Il vit le juge déposer un morceau de chair sur la table. Interrogé, celui-ci expliqua. « C'est ton cœur. Ta lenteur à composer vient d'une obstruction des valvules. Je t'en ai trouvé un superbe, le plus beau parmi les milliers et dizaines de milliers disponibles aux enfers. Je te l'ai remplacé, mais je conserve l'ancien pour faire le compte. » Là-dessus, il se leva et partit en refermant le ventail. Au lever du jour, Joe dénoua la bande et constata que les bords de la blessure s'étaient cicatrisés, ne laissant subsister qu'un filet rougeâtre. Il fit dès lors des progrès spectaculaires dans le maniement des idées littéraires et parvint à mémoriser des textes qui ne lui étaient passés qu'une seule fois sous les yeux. Il montra quelques jours plus tard ses nouveaux travaux au juge. « Ça ira, mais la chance n'est pas de ton côté. Tu n'arriveras pas à décrocher les plus grands honneurs, tout au plus la licence ou l'habilitation à t'y présenter. »« Quand ?»« Dès cette année. Tu devrais être reçu en tête. » Peu après, en effet, il couronnait les candidats à l'examen de classement, puis était reçu premier à l'issue des épreuves de l'automne. Ses condisciples, qui avaient l'habitude de se gausser de lui, se regardèrent, incrédules, quand ils virent sa copie au nombre de celles imprimées aux frais de l'administration. Après l'avoir assiégé de questions, ils finirent par avoir la révélation de ces étranges événements. Tous sollicitèrent de Joe le privilège d'être introduit auprès du juge Lowe. Ce dernier y consentit volontiers. On lui offrit un grand banquet. Le juge des enfers se présenta au début de la première veille, la barbe rousse agitée, les yeux lançant des éclairs. Les condisciples ne surent que blêmir et manquèrent claquer des dents d'effroi. Ils avaient hâte de se retirer, ce qu'ils firent bientôt les uns après les autres. Joe en fut réduit à emmener le juge continuer à boire chez lui. Il s'enhardit à parler lorsque tous deux furent passablement émoustillés. « Je vous suis déjà grandement redevable de m'avoir lavé les intestins et nettoyé l'estomac. Il y a encore une chose dont j'aimerais bien vous importuner. Puis-je me le permettre ?» Comme le juge se déclarait à son service, Joe poursuivit. « Puisque le cœur et les entrailles peuvent être remplacés, je présume que le visage peut l'être aussi. Il s'agit de mon humble épouse. Ce n'est pas qu'elle soit mal faite, pour ce qui vient au-dessous, mais elle n'a pas une très belle tête. J'aimerais que vous l'opériez, si ce n'est trop vous demander. Est-ce possible ?» « Entendu, » répondit le juge en riant, « à condition de me laisser le temps de trouver la pièce de rechange. »
Quelques jours plus tard, il frappait à la porte en plein milieu de la nuit. Joe s'empressa de se lever pour l'inviter à entrer. Après avoir allumé, il remarqua que son hôte tenait un paquet contre sa poitrine. Questionné, le juge expliqua. « C'est la pièce que tu m'avais commandée. Il n'a pas été facile de se la procurer. Enfin, je viens de l'obtenir, cette tête de jolie fille, en respectueuse exécution de tes ordres. » Joe écarta le tissu qui enveloppait la tête et remarqua que le cou restait humide de sang encore frais. Le juge le pressait d'entrer sans tarder dans les appartements intérieurs, en se gardant de donner l'éveil. Joe s'inquiétait de la barre que l'on avait dû glisser pour la nuit. Mais à son arrivée, le juge n'eut qu'à pousser d'une seule main le ventail pour l'ouvrir. Introduit dans la chambre à coucher, il aperçut la femme allongée sur le côté, confia la tête à Joe qui la prit dans ses bras, tira de sa botte une lame de la dimension d'un poignard, l'appliqua au cou de la dame et, n'exerçant pas de pression plus forte que pour découper du fromage de soja, il détacha au fil du tranchant la tête qui tomba au bord de l'oreiller. Il tira prestement du giron de Joe le chef de la jolie fille, qu'il plaça sur le cou en prenant grand soin de l'ajuster correctement, puis massa la jointure. Ceci fait, il déplaça l'oreiller pour mieux caler l'épaule et s'en fut, non sans avoir recommandé au jeune homme d'enterrer la vieille tête dans un coin discret. À son réveil, la femme de Joe sentit une légère raideur au cou et des croûtes sur ses joues. En les grattant, elle se rendit compte que c'étaient des plaques de sang coagulées. Effrayée, elle appela la servante pour lui demander d'aller puiser l'eau de la toilette. À la vue du visage éclaboussé de sa maîtresse, quel ne fut pas son saisissement. L'eau de la bassine était complètement rouge quand la dame eut fini de se laver. Lorsqu'elle leva la tête et montra un visage entièrement différent de celui qu'elle avait jusque-là, ce fut un nouveau choc pour la servante épouvantée. La dame prit un miroir, se regarda et demeura bouche bée, incapable de s'expliquer ce qui avait bien pu se passer. Son mari entra le lui apprendre, puis l'examina sur toutes les faces. De longs sourcils arqués rejoignaient les chignons des tempes. De souriantes fossettes mettaient en valeur les pommettes. Bref, une beauté telle qu'on n'en voit qu'en peinture. Il dégrafa le col pour vérifier la jointure. Une ligne rouge faisait le tour du cou, dont la peau présentait un teint manifestement différent au-dessus et au-dessous. Revenons en arrière dans le temps, et ailleurs dans l'espace. Le censeur Wu avait une fille fort belle, qui n'avait pas encore convolé en justes noces, bien qu'elle eût atteint l'âge de 19 ans, du fait qu'elle avait perdu successivement ses 2 fiancés. Elle était allée se promener au palais des 10 rois à la dernière fête de la première pleine lune de l'année. C'est l'époque où la foule est des plus bigarrées. S'y trouvait mêlé un brigand sans aveu, qui la reluqua, et, séduit par ses atours, se renseigna discrètement sur son domicile, décidé à lui arracher ses faveurs de vive force. Il profita de la nuit pour y pénétrer au moyen d'une échelle, et, après avoir forcé sa porte et tué la servante au pied du lit, lui fit violence. Mais elle lui résistait farouchement, poussant de hauts cris. Dans la fureur du moment, le brigand l'oxy à son tour avant de s'enfuir. Au bruit confus du tapage, la maîtresse de maison appela une servante et l'envoya voir ce qui se passait. Celle-ci tomba raide de saisissement à la vue des cadavres. La maisonnée entière fut bientôt debout. On déposa le corps de la jeune fille dans la grande salle, la tête sectionnée à ses côtés, au milieu des pleurs et sanglots des siens, dans un désarroi qui se prolongea toute la nuit. À l'aube, lorsqu'on souleva le linceul, on s'aperçut que la tête manquait.
le fouet fut libéralement appliqué aux servantes accusées d'avoir failli dans leur surveillance et laissé la tête vraisemblablement disparaître dans le ventre de quelque chien. Le censeur porta plainte à la préfecture, qui fixa les délais les plus stricts à l'arrestation du meurtrier. Mais, 3 mois plus tard, il courait toujours. La rumeur d'un étrange changement de tête chez les Zhou finit par atteindre les oreilles du censeur Wu. Celui-ci, intrigué, dépêcha une vieille femme de se renseigner. Reçue par la dame de Séan, elle repartit à sa vue, terrifiée, et courut prévenir son maître. Or, comme le corps de sa fille n'avait pas bougé, le censeur, stupéfait, se demandait quelle décision prendre. Il suspectait Zhou d'avoir usé de magie noire pour tuer sa fille et se résolut à partir l'interroger. Celui-ci se contenta de répondre « Mon épouse avait rêvé qu'on lui changeait la tête. »« Pourquoi ? Comment ? Je n'en sais rien. M'accuser du meurtre serait un révoltant déni de justice. » Le censeur n'en crut rien et le dénonça. Le préfet commença par faire comparaître les gens de Zhou. Comme tous les témoignages concordaient avec la déposition de Zhou, le magistrat se trouvait dans l'impossibilité de trancher. Relaxé et de retour chez lui, Zhou sollicita l'aide du juge Lu, qui lui répliqua « Rien de plus facile. Il suffit de faire parler la morte elle-même. » Le censeur Wu rêva de sa fille dans la nuit. « Votre enfant a été agressé par Yang Danien de Suzi, » lui dit-elle. Le licencié Zhou n'y est pour rien. Comme sa femme n'était pas tout à fait assez belle à son goût, le juge Lu s'est servi de ma tête pour la lui remplacer. Ainsi, bien que le corps de votre fille soit mort, sa tête vit. Je vous prie de ne pas lui en vouloir. À son réveil, il raconta ce rêve étrange à sa femme, qui avait fait exactement le même. Il en informa en conséquence les autorités qui menèrent une enquête. Il y avait effectivement à Suzi un Yang Danien qui fut arrêté et passa aux aveux après avoir été soumis à la question. Le censeur se rendit chez le licencié et le pria de bien vouloir lui laisser voir son épouse. Ils se considérèrent dès lors en relation de gendre à beau-père. Le corps de l'une fut enterré avec l'ancienne tête de l'autre. Zhou se présenta à 3 reprises au concours du grade supérieur, mais fut chaque fois exclu pour infraction au règlement. Ces déconvenues répétées l'amenèrent à renoncer. Il entrait dans sa 30e année quand le juge Lu lui annonça un soir « Ta vie n'est pas éternelle ». Comme Zhou lui en demandait le terme, il lui répondit qu'il n'en avait plus que pour 5 jours. « Ne pourriez-vous pas me sauver ? Le ciel est le seul maître de nos destinées. L'homme ne saurait en disposer à son gré. D'ailleurs, aux yeux du sage, vie et mort se valent. Pourquoi se réjouir de la vie, se désoler de la mort ? » Zhou l'approuva pleinement. Il s'occupa aussitôt de la bière, du linceul et des vêtements mortuaires. À l'expiration du délai, il choisit de rendre le dernier soupir dans son plus beau costume. Le lendemain, alors que sa femme sanglotait, appuyée contre le cercueil, il entra lentement dans la salle, lui inspirant une sacrée frayeur. Il s'efforçait de la rassurer. « Je suis en vérité un spectre, mais quelle différence avec le temps où j'étais de ce monde. Toutefois, je m'inquiète pour la veuve et l'orphelin. Je vous reste très attaché. » La dame, fort émue, versait de grosses larmes qui roulaient sur sa poitrine. Zhou fit de son mieux pour la consoler. « Il est question du rappel de l'âme depuis les temps les plus anciens. Puisque tu l'as gardée consciente et efficace,
lui fit-elle valoir. Pourquoi ne pas revenir à la vie? Le chiffre de mes années fixé par le ciel ne saurait être modifié. Quelle fonction remplis-tu chez les morts? Le juge Lou m'a recommandé au poste de surintendant des procès, une charge qui comporte des honneurs mandarinaux, mais qui n'a rien de pénible. La dame aurait voulu poser bien d'autres questions, mais son mari l'interrompit. Le juge Lou m'a accompagné. Pourrais-tu servir des amuse-gueules et de quoi boire? Sur ce, il ressortit brusquement. Elle prépara ce qu'il avait commandé. On entendait des rires et le bruit de coupes entrechoquées dans la pièce voisine. La même joyeuse atmosphère que du temps où il était vivant. Elle alla les épier au milieu de la nuit, mais il n'y régnait plus que de profondes ténèbres. Ils étaient partis. Zhu revint dès lors régulièrement tous les 3 jours. Il lui arrivait même de passer la nuit avec elle, dans la plus parfaite intimité. Il continuait aussi à gérer les affaires de la famille. À chacun de ces passages, il ne manquait pas de prendre dans ses bras son fils, qui venait d'avoir 5 ans. Lorsque le garçon eut 7 ou 8 ans, il lui apprit à lire à la lumière des lampes. L'enfant était intelligent. Dès 9 ans, il parvenait à composer. Bachelier à 15 ans, il entrait à l'école de la sous-préfecture. Il ne se rendait même pas compte qu'il était orphelin de père, lequel se faisait désormais plus rare, n'apparaissant plus qu'1 fois par mois. Un soir, il vint annoncer à sa femme: « Nous allons nous quitter pour toujours, toi et moi. »« Où vas-tu ?»« J'ai reçu de l'empereur l'ordre d'exercer des fonctions au ministère du Pic de l'Ouest, un poste qui demande un long voyage. La distance et le nombre des affaires ne me permettront plus de revenir. » Mère et fils se serraient contre lui en pleurant. « Calmez-vous, je vous en prie. Le garçon est grand, vous avez de quoi vivre. Nul couple ne saurait rester indéfiniment uni sans que sonne l'heure de la séparation. » Il se tourna vers son fils. « Conduis-toi en homme de bien. Ne dilapide pas le patrimoine que t'a légué ton père. Je reviendrai te voir dans 10 ans. Pas avant. » Il prit aussitôt la porte et s'en fut. On ne le revit plus. Wei, son fils, obtint par la suite le grade de docteur, alors qu'il n'avait pas 25 ans, et fut nommé délégué impérial. C'est ainsi qu'il fut chargé d'offrir au nom de Sa Majesté des sacrifices au Pic de l'Ouest. Comme sa route passait par Hua Yin, il vit soudain galoper vers lui l'escorte d'un char précédé de baldaquins de plumes. Surpris, il dévisagea l'homme qui trônait dans le véhicule. C'était son propre père. Il sauta de son cheval pour se prosterner en larmes sur le côté gauche de la route. Le père fit arrêter son char. « Ta bonne réputation dans la carrière me permet de fermer les yeux, l'âme parfaitement apaisée, » lui dit-il. Tandis que Wei restait prosterné, le père pressa le départ. La voiture démarra si vite qu'il n'eut même pas le loisir de jeter un dernier regard sur son fils. Toutefois, il se retourna quelques pas plus loin, détacha le sabre de sa ceinture et le fit apporter à son fils, en lui criant de loin: « Le porter te conférera de grands honneurs. » Wei aurait voulu le suivre, mais hommes et chevaux de l'escorte étaient partis en coup de vent et avaient disparu en un clin d'œil. Douloureusement affecté par une si soudaine disparition, Wei resta longtemps immobile. Enfin, il tira le sabre de son fourreau et l'examina. La lame était superbe. Elle portait l'inscription, gravée en une rangée de caractères: « Audace et prudence sont mères du savoir et de l'action. » Wei parvint par la suite aux fonctions de connétable et obtint 5 fils: Chen, Tien, Wu, Hun et Shen. Il rêva un soir de son père qui lui recommandait de donner le sabre à Hun, ce qu'il fit. Hun exerça des fonctions de censeur en chef
et y acquit une excellente réputation d'administrateur. Le chroniqueur de l'étrange. Couper les pattes de la grue pour allonger celles du canard est l'idée insensée du fou qui se croit à même de corriger la nature. Greffer des fleurs en haut d'un arbre est l'idée merveilleuse d'un créateur. À plus forte raison si l'on parvenait à couper et cisailler dans les entrailles, à manier la laine et le scalpel autour du cou. Ne peut-on dire du juge loup que sa laideur n'était que peau enveloppant une ossature interne de toute beauté? De la fin de la dynastie des Ming à nos jours, l'éloignement ne se compte qu'en années. Se pourrait-il que le juge loup fût encore parmi nous? Se manifeste-t-il toujours par des actions aussi efficaces? Je me mettrais volontiers à son service, lui présentant le fouet de cocher, tant je l'admire.